Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Léa et elle, c'est Mélina. On s'est rencontrés le premier jour de la thèse et depuis, on se dit qu'on a commencé ensemble, alors on finira ensemble. Par un hasard assez remarquable, tellement on est liés quand les résultats de l'une sont non reproductibles, ceux de l'autre aussi. Donc Mélina, elle a plein de passions à côté des sciences. Elle a le crochet, pour lequel elle a un talent indéniable, mais aussi le théâtre. Et au théâtre, elle joue toujours le rôle des grandes méchantes. Donc l'année dernière, il y a une pièce de théâtre Cendrillon qui a été jouée. Et elle jouait pas du tout la princesse, elle jouait la belle-mère. Et dans cette pièce, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une présence non négligeable des souris et des rats. Et Mélina, comme c'est un amour dans la vraie vie, en fait, elle est plutôt du côté de Cendrillon pour la question des souris et elle leur accorde tout le respect qu'elles méritent. Et en effet, dans sa thèse, Mélina, elle utilise des déchets biologiques, des queues de rats qui sont issus d'un laboratoire et qui étaient voués à la poubelle. Donc c'est à la fois un acte qui est écologique, mais aussi éthique. Bon, par contre, faites attention, si vous la croisez avec une petite glacière qui se balade dans les rues de Paris sans aucune pression, c'est probable qu'il n'y ait pas de pique-nique dans la glacière, mais plutôt les queues de rats. À partir de ces queues de rats, elle utilise les tendons pour en extraire le collagène. Le collagène, il y en a partout, que ce soit dans la peau, dans nos os, et c'est une triple hélice. Cette triple hélice, elle est soluble en milieu acide et elle est chargée positivement. Donc si on met deux triples hélices côte à côte, elles vont plutôt se repousser, comme deux aimants dont on met les mêmes pôles face à face. Mais Mélina, elle a une technique pour cacher les charges. Sa technique, c'est de passer d'un pH acide à un milieu neutre et en ajoutant du sel. Ça permet d'écranter les charges, de les cacher comme si on cachait les pôles de deux aimants. Et c'est une super technique parce que ça permet de rapprocher les triples hélices ensemble. Et on forme comme ça des échelles avec du collagène moléculaire qui va former ce qu'on appelle des fibrilles. Donc après avoir fibrillé son collagène, donc concrètement comment elle fait, elle met sa solution de collagène dans une seringue et ensuite elle extrude, donc c'est un mot que vous pouvez placer au Scrabble, dans une solution neutre avec du sel et elle forme ce gel sous forme de filament. Et si on zoome un petit peu sur ce filament, on observe que c'est des fibrilles qui sont plus ou moins alignées, qui forment ce gel tout en longueur. Et la thèse de Mélina, c'est de tirer dessus. Donc elle regarde si c'est plus ou moins dur de déformer le gel sous forme de filament. Et ce qu'elle observe, c'est que ce matériau, il a à peu près les mêmes propriétés que le caoutchouc. Donc les pneus, ils ont qu'à bien se tenir parce que son matériau, il comporte 95% d'eau pour seulement 5% de collagène, donc c'est assez impressionnant. Et quand elle tire sur son gel, elle voit aussi qu'il y a des gouttes d'eau qui sortent, un peu comme une éponge. Et elle peut dire, grâce à ces gouttes d'eau qui sortent, que son matériau est poro-élastique. Le fait aussi de sortir les gouttes d'eau, ça va permettre d'augmenter la concentration en collagène et de se rapprocher, petit à petit évidemment, des concentrations de collagène qu'on a dans notre corps. Donc cette expérience, en se disant ok, je peux concentrer le collagène, ça lui a inspiré une autre idée qui est d'imprimer des nouvelles structures. Donc l'idée, c'est qu'elle met son gel sous forme de filament dans de l'eau et elle tire dessus pendant 48 heures. Ensuite, elle le laisse reposer et ce qu'elle s'aperçoit, c'est que ce matériau, il est encore plus costaud que le précédent. Et ça, il faut qu'elle le vérifie. Mais elle pense que ça pourrait être dû au fait qu'en tirant dessus, on impose aux fibrilles qui composent le gel de s'aligner entre elles. Et donc ça se rapprocherait encore plus des tendons qu'on trouve dans notre corps. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est dit, d'accord, je peux plus ou moins rendre costaud mon matériel, mais est-ce que lorsque je le déforme, la déformation, elle est réversible ou irréversible ? Mauvaise nouvelle pour Mélina, c'est les deux. Il y a une partie de la déformation qui est réversible, ce qui fait que son matériau est viscoélastique, et une partie de la déformation qui ne revient jamais à l'état initial, qui fait que son matériau, il est plastique. Donc souhaitez-lui bon courage, parce que déjà que c'est galère quand on n'a qu'une des propriétés, alors les deux, ça va être compliqué.
Et pour les applications, Mélina, elle a plein d'idées, que ce soit des cordages de raquettes de tennis, de la peau artificielle ou encore de la culture cellulaire. Mais ce qui est vraiment important de retenir dans la thèse de Mélina, c'est qu'on peut s'inspirer de la nature pour créer les matériaux de demain. Ça, c'est la bio-inspiration. Bon, c'est bien beau de parler de bio-inspiration, mais il faut aussi parler d'argent. Et 5 mg de collagène, c'est 100 euros. Mélina, pour un gel, elle a besoin de 50 mg. Donc un gel, 1000 euros. Et elle a fait 50 gels pendant 1 an et demi. Donc la thèse n'est pas finie, mais pour l'instant, on est sur un budget économisé de 50 000 euros grâce à la petite glacière et les queues de rats. Donc ça, c'est impressionnant, mais c'est surtout pour vous dire que si à la prochaine représentation théâtrale de Mélina, vous la voyez dealer sous le manteau des petites glacières de collagène, c'est pas par hasard. Et qui a dit que la recherche pouvait pas produire de la richesse ? Ouais. Ça, c'est Léa. Léa, elle est bretonne et elle adore faire de la voile. Alors son objectif, quand elle fait de la voile, c'est plutôt de regarder les paysages. Donc elle va pas chercher à aller le plus vite possible, mais plutôt à comprendre comment s'arrêter. Et vous vous rappelez peut-être vos cours de lycée quand vous avez appris à faire vos bilans de force. Eh bien, Léa, quand elle fait le bilan des forces qui s'exercent sur son bateau, il y a la force de pesanteur, la poussée d'Archimède, la force du vent dans les voiles et les frottements. Au lycée, on nous disait toujours de négliger les frottements. Eh bien, c'est très pratique pour résoudre un exercice, mais dans la vraie vie, c'est pas très pratique pour le bateau de Léa qui va venir s'écraser dans les rochers au final. Donc en fait, les frottements, ils sont partout autour de nous. Et il y a quand même un mystère un peu sur ces frottements. Qu'est-ce que le frottement ? Eh bien, c'est toute la question que se pose Léa pendant sa thèse. Et comme sa thèse, elle dure 3 ans et pas 30 ans, elle s'intéresse seulement à la contribution interfaciale du frottement. Et il y a un scientifique qui a essayé d'expliquer ça, c'est Chalamac. Alors Chalamac, pour moi, c'est un peu comme le meilleur ami de Léa pendant sa thèse. Et pour comprendre son idée, on peut reprendre l'image du bateau. Imaginons qu'il y ait des algues sous le bateau. Et quand le bateau il va vouloir avancer, les algues vont pouvoir s'accrocher à la coque, s'étirer dans le courant et se décrocher. Eh bien, la thèse de Léa, c'est pareil, sauf que les algues, c'est des polymères. Alors un polymère, c'est une longue chaîne de molécules, un peu comme un long fil invisible. Et ces polymères, ils vont pouvoir s'accrocher à une surface, s'étirer et se décrocher. Et l'objectif de Léa, ça va être de mesurer ce frottement et de comprendre combien de temps les chaînes restent accrochées à la surface et quelle est la longueur de ces chaînes. Alors, dans l'idéal, on aimerait pouvoir regarder directement ces chaînes, sauf qu'à cette échelle, ce n'est pas possible. Donc Léa, elle utilise un microscope de frottement. Alors, comment ça fonctionne un microscope de frottement ? D'un côté, on va avoir une surface qui va venir fournir des chaînes. Ici, ce sera un hydrogel. Un hydrogel, c'est un matériau qui est très mou, un réseau de polymères qui est rempli d'eau et qui fonctionne un peu comme un filet de pêche, finalement. Et de l'autre côté, on a une lentille. Une lentille, c'est une demi-sphère en verre, et on va venir mettre ces deux surfaces en contact. On va faire tourner la lentille sur elle-même, et ce mouvement, il va créer, en fait, cet accrochage, étirement et décrochage des chaînes de polymères. Alors, avant de faire les expériences, il faut préparer les surfaces. Et Léa, je peux vous dire, c'est une experte. Pour préparer la lentille, on part d'une demi-sphère en verre sur laquelle on va venir greffer des silanes. Alors les silanes, c'est des molécules plus ou moins grandes qui vont aimer bien ou mal en fait, les chaînes de polymères. Donc en venant changer la nature et la densité de ces silanes sur la lentille, on va pouvoir faire varier le nombre de sites d'accrochage pour nos chaînes polymères et donc faire varier le frottement. Pour l'hydrogel, d'abord, il faut que Léa synthétise des belles chaînes de polymères et ensuite, l'idée, c'est de venir les accrocher entre elles et à un support. Pour ça, on utilise la méthode CLAG. Alors, c'est un mot un peu bizarre, mais grosso modo, ça veut dire qu'on va venir mettre nos polymères, nos accroches et notre support, tout ça ensemble, et clac, ça fait un hydrogel. Ensuite, on peut mettre notre hydrogel et notre lentille en contact, et Léa peut mesurer plein de choses comme ça. Et notamment, mesurer le temps que met une chaîne à s'accrocher et se décrocher. Alors, c'est des très petites durées de l'ordre de la milliseconde. Mais ce qui intéresse Léa aussi, c'est de mesurer la longueur de ces chaînes. Donc pour ça, elle vient modifier un peu son hydrogel en y formant des brosses polymères. Alors une brosse polymère, c'est quoi ? C'est une longue chaîne de polymères qu'on vient accrocher à une surface et qui va flotter dans l'eau, finalement comme des algues sur un rocher. Et ensuite, en faisant varier la longueur des brosses, la densité des sites d'accrochage ou la nature et la charge des polymères, Léa va pouvoir remonter en fait, à l'impact de chacun de ces paramètres sur le frottement et essayer de comprendre les interactions entre polymères et surface. Au final, la thèse de Léa, ça nous montre que le frottement n'est pas seulement une force qui ralentit des objets, mais c'est vraiment une manière de comprendre les interactions
qui se passe entre deux surfaces lorsqu'elles vont glisser l'une contre l'autre. Et si au lycée on pouvait dire on néglige les frottements, et la recherche de Léa c'est tout l'inverse. Le frottement devient une source d'information. Et si vous voulez en savoir plus sur le frottement et comment ça peut illustrer nos relations amoureuses, car oui, je vous promets, il y a un lien, je vous invite à aller encourager Léa ce soir pour la finale de Sorbonne de ma thèse en 180 secondes. Car elle s'est dit que c'était une bonne idée de participer le même jour aux chroniques doctorales et à ma thèse en 180 secondes en présentant des sujets différents. Donc bravo à elle. Bonjour à tous. Vous avez sûrement une Madeleine de Proust qui vous ramène dans le passé. Quand on y pense, c'est étonnant comme certains souvenirs peuvent durer des années, alors que parfois on oublie même ce qu'on a mangé la veille. Je m'appelle Claire et c'est précisément ce phénomène que j'étudie pendant ma thèse au laboratoire de plasticité du cerveau. Le cerveau représente 2% du poids du corps, alors qu'il consomme près de 20% de son énergie totale. Or, une des tâches qui coûte énormément d'énergie au cerveau, ça va être la création de nouveaux souvenirs. C'est pour ça que pour comprendre comment on forme de la mémoire à long terme, c'est important d'abord de comprendre comment l'organisme forme de l'énergie. Pour faire simple, nous avons dans toutes nos cellules, et donc dans nos neurones, de microscopiques usines à énergie que l'on nomme mitochondries. Leur rôle est de transformer les nutriments issus de notre alimentation en énergie prête à être consommée par les neurones. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les nutriments disponibles ne sont pas systématiquement transformés en énergie par les mitochondries. C'est vraiment elles qui gèrent la quantité d'énergie disponible dans nos neurones. Le problème, c'est que la formation de souvenirs consomme beaucoup plus vite l'énergie que ce que les mitochondries en produisent habituellement. Et donc l'hypothèse la plus courante, c'est que former de la mémoire à long terme est limité par la quantité d'énergie stockée dans nos neurones. Mais nous, au laboratoire, on a une autre hypothèse. Et si le besoin de former un souvenir déclenchait la production de l'énergie nécessaire à la mémorisation? Dans ce cas, ce ne serait plus la quantité d'énergie disponible dans les neurones qui limiterait la formation de la mémoire, mais le besoin de former ce souvenir qui viendrait augmenter la production en énergie des mitochondries. Pendant ma thèse, j'ai réalisé une expérience qui valide ou appuie cette hypothèse grâce au modèle de la drosophile, aussi appelée mouche à vinaigre. Vous la connaissez sûrement parce que c'est les petites mouches qui traînent sur les fruits trop mûrs. C'est un modèle qui est très utilisé parce que 70% de nos gènes ont un équivalent chez elles. C'est un modèle qui est très pertinent pour étudier la mémoire, car elles peuvent former des souvenirs qui durent jusqu'à une semaine. Étant donné qu'elles ne vivent qu'environ 30 jours, si on compare à notre échelle, ça reviendrait à se souvenir pendant 20 ans. Donc c'est énorme. Voilà. Mais pour se souvenir, il faut d'abord apprendre. Et pour cela, dans un premier temps, je présente à ma drosophile une odeur A associée avec des chocs électriques. Puis dans un second temps, une odeur B. Ce qu'on cherche à apprendre à la drosophile pendant cet apprentissage, c'est à éviter l'odeur A. Donc si on vient tester si elle se souvient, on peut lui présenter l'odeur A et l'odeur B en simultané, et normalement elle devrait choisir l'odeur B. Mais bon, on a tous été étudiants, on sait que voir une notion une seule fois, ça ne suffit pas à s'en rappeler durablement. On a besoin de revoir la notion, et ça, espacer dans le temps. Et les drosophiles, c'est pareil. Elles ont besoin de revoir plusieurs fois. Donc, et comme moi, je veux étudier la mémoire à long terme, ce que je fais, c'est que je vais répéter cette session d'apprentissage 5 fois, entrecoupée de pauses, et tout ça avant de les disséquer et de les placer sous un puissant microscope pour observer leur cerveau alors qu'elles sont toujours vivantes. Ça me permet de regarder ce qui se passe dans leur cerveau alors qu'elles sont en train de consolider la mémoire. Et ce que je vous ai pas dit sur mes drosophiles, c'est qu'elles sont un peu spéciales. Elles sont modifiées génétiquement pour que les mitochondries de leurs neurones qui m'intéressent fluorescent. Et ce à quoi je m'attends, après un apprentissage répété, espacé, c'est qu'il y a quelque chose qui change dans la mitochondrie, qui augmente sa production en énergie, pour soutenir la formation de la mémoire. Donc ce que je regarde plus précisément, en fluorescence, c'est les niveaux de calcium dans les mitochondries. Je m'intéresse au niveau de calcium dans les mitochondries, parce que le calcium, ça agit comme un dopant pour la mitochondrie. Plus il y a de calcium dans les mitochondries, plus son rendement en énergie est important. Donc, pour faire simple, plus de calcium, mitochondries boostées, et donc plus de production d'énergie plus vite.
Or, moi, ce que j'observe après l'apprentissage répété espacé, c'est une augmentation du calcium dans les mitochondries. Les mitochondries seront donc boostées, il y aura plus d'énergie produite, et donc pour qu'elle soit consommée pour la formation de mémoire. Ce qui valide la théorie selon laquelle les neurones ne font pas que puiser dans les stocks d'énergie disponibles, mais sont capables d'ajuster leur production en énergie en augmentant les niveaux de calcium dans la mitochondrie. Merci de m'avoir écouté, et j'espère que vos neurones vont fonctionner comme mes drosophiles, et que vous vous rappellerez longtemps de ce que je viens de vous raconter. Bonjour à tous. Something you have to know about me is that I love watching sports, not doing it, but watching it. So I was very happy during the Winter Olympics. I was able to watch it. It was very nice. One reason to watch it was France won gold for ice skating. And if you're like me, I love watching this kind of performance, but it's very stressful for me. I have to hide my eyes or close it because I'm afraid to what happened to them. Because let's be honest, I love the outfits, crystal, silk, yes, everything, but it will do nothing if they hit the ice. So the question is, do we have to choose between being elegant or safe? And this is what I'm studying right now in my thesis. I may have a solution to that, a material that can answer this problem. Let me present you shear thickening fluid. I'm going to show you that you already have this also in your kitchen. And if you ask me, tell me, no, we don't have this kind of crazy named fluid in my kitchen. You do, believe me. Let's go step by step, okay? So first, what is a fluid? It's just something that if you pour it in any container, it's going to take the shape. Okay, very easy, very simple. So liquid, gas, it is a fluid. Solid, no. Then another big concept to understand is viscosity. If right now I ask you about the question, like, what is viscosity? Give me definition. You may have some difficulty, but it's quite a very intuitive thought. For example, between honey and milk, what is more viscous? You're going to tell me it's honey. And if I ask you why, then you're going to tell me, oh, it's because honey is harder to pour than milk, so of course it is like more viscous. And that's it. Now you have your definition, resistance to flow. Most of the fluids that are around us, like for example, oil, water, they have a it's a constant viscosity, it doesn't change. So for example, if you want for your oil to go to flow twice faster, you have to push your bottle twice harder. This is a very linear response. This is what we call Newtonian fluids. Of course, life is never easy. You also have some fluids that like to break these rules. So for example, you have ketchup. Ketchup, if you mix it, it's going to be thinner and thinner. And then you also have oobleck. If you mix it, it's going to become harder, like thicker and thicker. So now the viscosity, it's no more constant. It will adapt to what I'm doing to my fluids. Let's go back to oobleck. This is just cornstarch plus water. So you have this in your kitchen, I'm sure. And if you mix it, if you go very fast on it, then you're going to turn your liquid into a solid. So now you see where I'm going. It happens in cornstarch plus water because it's a suspension. So it's just particle in a fluid. So this is your coffee in the morning, or if you're like me, like in chocolate. And we have to look at the particle, what's happened between them. So when you're very gentle with your fluid, there is between the particles, there's a lot of liquid, so there is no contact, so no friction. But when you go faster on it, then you're going to force the contact, and here you get friction. So the transition between no contact to contact is what can explain shear thickening. It's called réépaississement in French. So right now, okay, do we solve everything? No, of course, if not, I will not have my thesis. We still don't know really how this transition happened. Is it homogeneous or not? Is it really that? There's a lot of open question. So, and in general, this is what we do as scientists. We have a hypothesis. We try to build experiment to break it. And if we're lucky, then we can have a model to engineer application and think about what we can do with this kind of material. You have something that is stress sensitive, that is passive, no electricity, no trigger, that is reversible, so you can go back to have a soft liquid. So there is a lot of application possible.
For example, in cars, like for impact bumper, also for prosthesis, to have something with more flexibility and mobility, but also can protect the person. And in tank technology, it's triboelectric nano generator. You will be able to, for example, transform your helmet from just not absorbing the impact, but also converting it into electricity. And if, for example, we take a fabric and soak it in this kind of fluid, then you have a new outfit that our champions deserve, that can make them safe and elegant. Thank you. Hi everyone, I'm Praneeth, and today I'm going to present the thesis work of my friend and my lab mate Marwa, what she does in the lab. So what she does is she tries to find clues about the origin of life, and for that she uses her intelligence but also artificial intelligence. So let's first look into what the problem itself is. So this is a very simplified way of how our body works, how the cells itself work. There are three molecules. First is the DNA, which you might already know. It's like a book of instructions and information. It's like a recipe book. It has all the information about how to do things in the cell, how to make things in the cell. All of these things is in the DNA. Then this book needs to be read by something, and that job is done by RNA. RNA reads all the instructions from the DNA and then takes it to wherever it's needed to do things. And this doing stuff part is the third molecule, which is the proteins, where all the things actually happen. One thing that is important to note here is there's a very unique relationship between DNA and proteins, because you need DNA to know how to make proteins, and the reading part, when the RNA reads the DNA, that process requires protein to do that thing. So there's a kind of dependence between DNA and protein itself. So when we think about origin of life, we get into a problem which is similar to the chicken or egg problem. Which came first? It was the chicken or the egg? Which came first out of these two? It was the DNA which came first and started making things, or was it the protein which started reading things? And it's not an easy question to answer. Like, if you guys have any ideas, I would be open to hear it. But yeah, but it is a scientific question which is it's not solved yet. But one way to address this is due to a discovery. So one day, what scientists found was they found that middle molecule, the RNA, which was doing stuff also. So they found a molecule which was able to have instructions and was able to do stuff. And this gave one avenue of finding an answer that out of chicken and egg, neither came first. It was the secret third thing, which is the RNA itself. And this gave rise to a hypothesis which is called the RNA world hypothesis. What this hypothesis says is that there was a time, like during the origin of life, when we didn't have DNA and we didn't have RNA, we didn't have DNA and protein to do stuff and store information, but both the jobs were done by RNA themselves. Now, to study this, there's just one major problem, which is that this is very rare. To find an RNA which is able to do stuff, it's a very rare phenomenon. We didn't find many examples. And out of all the RNA in the world, if we try to study them one by one, it's almost impossible. Marwa tells me that there are more RNA combinations possible than there are atoms in the universe. So if we start studying them, it will take longer than her PhD, longer than her lifetime probably. So it's not a way in which we can approach it. So here's where she uses artificial intelligence. So she programs an AI, feeds into the AI all the models, all the examples of RNA doing stuff that we already have. She also feeds into the AI how these RNA shape would look like. Like if you have an RNA, what would be its shape? And all this information is fed into this AI, and then it generates new examples. It's different from the examples that we already had, but the AI says, okay, this is a new RNA, its shape will be like this, and it might be able to do the stuff that you are looking for. Then the plan is to give this strands to our other lab mates in LBE who are more experimental, and they will test to see if this RNA is actually doing the stuff that the AI says it might be able to do. And when we find more such examples of RNA that are able to do stuff, then we actually support the RNA world hypothesis. The more examples we have, it's more possible that there could have been a world working only on RNA. And it brings us closer one
major step closer to finding one of the biggest questions, like how life originated, how life looked like in the previous times. And this is the aim of her PhD work. Thank you. So I think Praneeth convinced you that RNA may be the origin of life, but Praneeth actually looks even further. Let's zoom in. So the origin of life is one of the greatest scientific questions that we have. How did we start? How do we have the life that we have now? One might imagine that at some point there was a chemical mixture, and in that chemical mixture we saw the first signs of life, so a really, really long time ago. But what do I mean by these signs of life? This could be, for example, a molecule that can reproduce itself. So a molecule is a bunch of atoms connecting to each other, and it can reproduce, so it makes copies of itself. And another way that can be a sign of life is having long carbon chains, so carbon's atoms that can connect into a long chain. So these are actually the building blocks of life for things like DNA, or actually more precisely RNA. So what Praneeth asks himself in his project is, how easy is it for us to have molecules that have these properties, that can do these things? Actually, some molecules that can reproduce themselves, we do have examples of small molecules that can do that, but not that many. So, but why is that? Is it because it's just so difficult, or we don't have the right conditions, or is it because we're not looking in the right place? So what Praneeth is asking himself is life rare? From a chemical perspective, is it difficult to get life? And he's going to answer that. So actually, if he takes the building blocks of the basic molecules that we know, so the main characters of organic chemistry, which are carbon, nitrogen, hydrogen, oxygen, and he tells the computer how they can be bonded together. So it could be 2 bonds, 1 bond, and this would allow him to get a very, very, very long list of the possible molecules that we can form just from these very basic atoms, and how they can bond together, up to a certain size, because the computer else would explode. So once we have this very long list of molecules, we can attack the reactions. So what actually happens when 2 molecules come together? We have electrons, that is basically a subatomic particle in an atom, that can move from one place to another, forming a bond, breaking, changing the bonds. This is what actually happens when 2 molecules come together. And he uses the computer to see how a given electron, how many paths it can have in a different molecule to form new bonds or not. So it can explore exhaustively the different ways that it can move around. And we get, and after getting the longest of molecules, we get tens of millions of reactions with millions of molecules. So this is a lot. And in addition to that, he starts to look for signs of life in this big list, also using a computer that does some calculations with energies that would allow us to know if this reaction is favorable, and will give us more insight on its speed. So once we have all of this, he can filter out the ones that are not favorable, that are basically useless. And once he did that, he found out a very interesting thing, is that there is many different ways to get this long carbon chain that is very important to build life. Once he saw that there are many different ways to have this carbon chain, it means that it was actually easy for us we have many different ways to have the life. And some of these ways may have been more dominant or more convenient at the time to get the life that we know now. But what does this mean? It means that actually, maybe somewhere else, we could have different ways that were more convenient in a certain condition to get life somewhere else that may look very different from what we have now. Thank you so much, and I hope that Praneeth's work gave you more insight on how we all are here. Thank you. So, hello everyone, thank you for being here. My name is Camille and I will be presenting my friend Jimena's PhD subject. We are both students in the Laboratory of Biophysics and Evolution. But before I do so, I want to ask you one question. When I tell you about James Bond, what is the first thing that comes to mind? You could think that maybe he's a quintessential symbol of British elegance. You could also think that he's a secret agent. Or you could even remember one of his iconic lines, that he takes his martini shaken, not stirred. But
For today, I would like to focus on his mythical car, the Aston Martin. And the reason why that is because Jimena works with a very special molecule called RNA. And for me, her molecule, RNA, is very similar to secret agents for a lot of things. First of all, they accomplish missions, a lot of different missions around the world or around the body. Second, they need to be undercover in a lot of cases for the good of their mission. And third, they use very cool vessels, like in the case of James Bond, an Aston Martin. And so that is why I like to call the RNAs that Jimena is working with RNA agents. And so Jimena created during her PhD a little RNA agent school where she trains her RNAs to be the best secret agents possible. As we can see here, we have 3 of the RNA agent students that just finished all their classes, and they're now going to face the real world and do their first internship. Jimena gave them one mission, to go inside a cell to treat a disease. And it's a very hard task, and there are a lot of things to consider. But first, secret agents and RNAs alike need to be undercover for a lot of things. Because if their real identity is discovered, there are some antagonists that could attack them and the mission would fail. And so in the case of James Bond, he uses a lot of alibis and a lot of things, but he also uses his Aston Martin to do the job to protect him against the outside environment. Well, for the RNA, it's the same thing. They're going to use different types of cars or vessels in order to go from point A to point B and to arrive at the cell. And now their next task is going to be to go inside a cell. But once again, it is a harder task than it seems. The cell is kind of like this very exclusive casino. Not everyone can get in. And there are agents outside the cell, which are represented as a bouncer, which are going to be able to let you in or leave you out on the curb. And so as we can see, for the yellow car, so one of our RNAs, he was not able to get in. But for the 2 other ones, they were. And that is because the bouncer, or the agents outside the cell, saw it, maybe were impressed by their car, but most importantly, they didn't see them as a threat, and so they got an easy entry. Now that our RNAs are inside the cell, the real mission starts. Thanks to Jimena's hard work, so far the RNAs have made it in the body to the cell and have entered the cell, and now they have to find the bad RNA. The bad RNA is a molecule that would make you sick, okay? And so that's the target of our RNA agents, or our good RNA. Jimena designed the RNA agent in a way that it would recognize the bad RNA, and then it would attack it with the help of the cell machinery, and to kick it out. And so as you can see in the first case, our RNA agent succeeded in this mission, but the second one, not so much. It couldn't find its target, and the mission failed. That's unfortunate, but it happens. And so now one of our RNAs worked, and so Jimena can now take it back to the school and award it its diploma. And thanks to Jimena's hard work, in a few months she will be in the same position as her RNA, receiving her PhD diploma, thanks to all those years of hard work during her thesis. Thank you for your attention, and Jimena's next. Okay, hello everyone, my name is Jimena, and I'm a PhD student at the Laboratory of Biophysics and Evolution, or LBE for the cool kids. And I'm gonna have the honor to present the work of my friend Camille today. She's also a student at LBE, and hopefully she will graduate and be an awesome doctor soon. So now, I'm gonna ask you a question. Did you know that there are copy machines in biology? It kind of makes sense, right? Like, if you think about it, there are human beings and there are living cells who are made out of thousands of the same molecules. And we need a way to make thousands of the same molecule every time. We need a way to make copies of the same molecules. And so it can be anything and whatever you want, but you need a way to do it fast, you need a way to do it exactly as it is, and you need a way to do it continuously. But among all the molecules that I want to talk to you about, I want to focus on one, which is RNA. You might have heard of RNA thanks to Camille, thanks to Pranit, and thanks to Marwa, because we are in the lab that really likes RNA, so we all work with it. And RNA and DNA are inside our cells and present in every single one of us. And there are a few differences between the 2 of them. For example, DNA forms this beautiful double helix, and it's a bit more constrained, let's say, whereas RNA, it's a single strand. And this means that it can take a lot of different shapes, a lot of different forms, and it can create
and it can be whatever you want, basically. I know it's a bit confusing, but don't worry, Camille explained to me her topic like 5 minutes ago, so now I'm the expert, and we will be fine. So, going back to the copy machine, imagine you want a copy machine to make copies of RNA. So RNA, in this case, is our paper, and we need something to make copies of it. And this machine exists, and it works like any other machine. For example, if you're in a rush and you need a lot of copies, it will get stuck, and you won't have anything to present for your lab meeting. So, imagine you have this machine that can only do one copy at a time. You can only do one single copy, and then it gets stuck. You want 700 of them, you want 1,000 of them. So what do you do? How do you get the paper unstuck? And this is where Camille comes in. Camille is kind of like the technician who's going to help us figure out what's wrong with the machine. Maybe it's a user error. Maybe it's the paper we're using. Maybe it's because the machine is not in the right environment. It's not in the right conditions. And so Camille is going to do whatever the technician needs to do. In this case, she's going to try different types of paper, different types of composition, let's say, different types of color, different types of textures. And once she found the right one, perhaps she needs to try different sizes, smaller, bigger, same size. And once she finds the right one, she's going to be able to accomplish one very important mission, which is printing the book in Origins of Life. Because for this to be done, you need to, our laboratory, works by finding out what is the origins of life, how biology came up with these copy machines in order to make copies of several different things that at some point organized into a living cell, into a living being. And so when Camille finally has the opportunity to make this machine work and make 1,000 copies of the same RNA, we can be able to find the origins of life, and I don't know, let's see how we came here into Earth. Thank you very much for your attention, and this is Camille and Jimena in dual mode. Thank you. So, ciao à tutti. Pour finir les chroniques doctorales en beauté, avec Flo, on va vous faire voyager un petit peu. Donc, imaginez-vous parcourant la côte amalfitaine avec une Vespa rouge flambant neuve, cheveux au vent, lunettes de soleil, et bien sûr en toute sécurité avec un casque vert blanc rouge. Ou alors attablé, en terrasse, un spritz à la main et une focaccia qui fond sous les doigts avec la salsa de la mamma. Parce que oui, on va parler science, mais dans le style d'un repas italien, généreux, coloré et un peu magique. On va surtout vous montrer que la fluorescence, c'est un peu comme une très bonne sauce tomate. Ça révèle des saveurs ou des détails invisibles à l'œil nu. Mais Flo, qu'est-ce que c'est la fluorescence ? Eh bien la fluorescence, c'est un peu comme si une étoile restait éteinte, jusqu'à ce qu'on lui apporte un petit coup de pouce énergétique, par exemple en l'éclairant avec une lumière d'une certaine couleur. Et là, hop, l'étoile s'allume, se met à briller à son tour d'une autre couleur. Donc si j'ai bien compris, c'est comme si notre focaccia avait des paillettes invisibles et que sous une lumière spécifique, elle se transformait en disco ball comestible. Alors, c'est à peu près ça, mais au lieu de faire la fête, nous, on va plutôt regarder l'usure des pneus ou le mouvement de très grandes molécules. C'est un peu moins glamour, mais beaucoup plus utile. Nous, on va étudier les propriétés de fluorescence de certaines molécules, les mécanophores et les fluorophores, accrochés à nos matériaux polymères. Donc les polymères, ce sont des matériaux composés de longues chaînes, comme les plastiques que vous utilisez au quotidien, ou bien le collagène de votre peau. Prenez ces trous de Vespa, par exemple. Donc c'est un matériau polymère. À l'œil nu, ces trous, elle a l'air ronde, peut-être un peu poussiéreuse. Mais en fait, si on zoome suffisamment sur ces trous, il y a tout un monde invisible qui s'y agite. Par exemple, si on roule assez longtemps, ces chaînes de polymères, elles peuvent se casser ou s'accrocher. Et votre pneu s'use sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et grâce à la fluorescence, on va observer ce balai moléculaire en direct. On va également pouvoir observer le balai moléculaire de chaînes de polymères dans un liquide à l'interface avec un solide, comme par exemple lorsqu'on étale de la sauce tomate liquide sur une pâte à focaccia solide. Donc laissez-moi vous présenter dans un premier temps comment Delia utilise la fluorescence dans ses travaux. Donc à gauche, vous voyez un pneu tout neuf, tout beau, tout lisse. Et à droite, ce même pneu après avoir roulé 10 000 km à plein régime, usé et fatigué. Tiens, on dirait moi avant et pendant la thèse. Donc la science à grande échelle, elle se contente de peser le pneu avant et après avoir roulé ces 10 000 km et de se dire, tiens, on a perdu 50 grammes de matière, le pneu a dû s'user. Sauf qu'à l'échelle moléculaire, c'est le drame. On ne comprend pas vraiment
pourquoi ou comment le pneu s'est usé, ou pourquoi certaines parties du pneu se sont usées plus vite que les autres. En effet, beaucoup de questions, on se pose beaucoup de questions, et la fluorescence est notre outil magique pour y répondre. Mais Flo, comment percer ces mystères? Et bien pour ça, on va utiliser des mécanophores. Ce seront nos espions fluorescents. Les mécanophores, ce sont des petites molécules indicateurs de stress moléculaire. C'est-à-dire que lorsque l'échantillon est au repos, que tout va bien, ces molécules restent endormies. Et lorsque des chaînes de polymères vont se casser, par exemple si on tire sur l'échantillon ou si l'on frotte sur celui-ci un objet rugueux, les chaînes de polymères se cassent et hop, la fluorescence de ces mécanophores s'active et on va pouvoir voir où le matériau a été usé. Cette technique a l'air géniale, vraiment. Mais est-ce possible d'incorporer un mécanophore dans un pneu? C'est totalement possible. Au laboratoire, une technique d'infusion ultra douce a été mise au point. Un peu comme si on perfusait le pneu avec une solution magique pour y déposer nos mécanophores en douceur, sans chauffage ni frottement. De cette manière, les mécanophores restent bien endormis jusqu'à ce qu'on en ait besoin d'eux. Parce que si on les réveille trop tôt, par exemple en chauffant ou alors en cisaillant l'échantillon, eh bien alors tout le pneu va être fluorescent et donc on ne pourra pas savoir vraiment où le pneu a été usé. En effet, il faut garder les mécanophores discrets, prêts à s'activer uniquement lorsque les chaînes de polymères commencent à se casser. De cette manière, on passe de la loupe à la lampe torche moléculaire, c'est-à-dire que on va pouvoir voir en direct où le pneu a été usé. On ne se contentera plus seulement de savoir qu'il a été usé en le pesant. Et donc, on va vraiment avoir accès aux zones où les chaînes de polymères se sont cassées et même à la proportion de chaînes qui sont cassées. On a donc des données quantitatives et qualitatives aux échelles macroscopiques et microscopiques. Ça nous permettra de pouvoir changer la formulation du pneu pour avoir des pneus qui seront plus durables. Donc Flo vous a expliqué comment j'utilisais la technique de fluorescence pour mieux quantifier l'usure des pneus et afin de développer des pneus plus durables. Moi, à mon tour, je vais vous expliquer comment Flo utilise cette technique de fluorescence dans ses travaux. Donc Flo, lui, il joue dans la cour des grands, ou plutôt des tout petits, en se posant des questions très fondamentales. Il s'intéresse aux macromolécules de polymères dans un liquide lorsque ce liquide est à l'interface avec un solide. Donc par exemple, Flo va se demander, lorsque l'on étale de la sauce tomate liquide sur une pâte à focaccia solide, comment cette sauce tomate s'étale-t-elle? Est-ce qu'elle coule doucement le long de la paroi de la sauce tomate? Ou alors est-ce que les macromolécules de sauce tomate font des petits bonds d'un bout à l'autre de la focaccia? Et en fait, aujourd'hui, personne ne sait vraiment répondre à cette question. Et aussi, malheureusement, le problème, c'est que les macromolécules sont invisibles à l'œil nu. Donc pour pouvoir les détecter, nous, Flo va leur accrocher un fluorophore. Et donc le fluorophore, sous une lumière spécifique, il va pouvoir s'illuminer et donc on va pouvoir détecter la position des macromolécules, donc savoir comment et pourquoi elles bougent. Et donc ceci est fait selon une réaction chimique très précise. De cette manière, les macromolécules seront aussi visibles qu'une jolie Vespa rouge garée dans la neige. Et donc voilà le travail. Donc on obtient une macromolécule avec un fluorophore illuminé, donc on peut bien le détecter. Et donc on va le détecter comment? Grâce à la technique de microscopie. Donc pour pouvoir localiser très précisément les macromolécules, déterminer leur sens de direction ainsi que leur vitesse. Mais malheureusement, dans la vraie vie, rien n'est simple. Donc Flo, pour avoir une meilleure compréhension des interactions qui se passent à l'échelle microscopique, il va devoir jouer sur différents paramètres. Par exemple, il va devoir étudier les contraintes mécaniques de son système. Est-ce que le système est au repos ou en écoulement? Il va également s'intéresser à la taille des macromolécules et aussi à la nature de la surface. Et donc, en combinant les données qu'il aura obtenues à l'échelle microscopique, il va pouvoir combiner ces données aux données bien connues à l'échelle macroscopique et donc avoir une meilleure compréhension des interactions aux interfaces solides-liquides. Donc Flo, c'est un peu comme s'il cherchait à déterminer la recette d'une sauce tomate secrète en zoomant sur les ingrédients qui la composent. Alors la prochaine fois que vous conduirez votre Vespa, rappelez-vous que vos pneus ont une vie secrète remplie de macromolécules qui s'y agitent. Et la prochaine fois que vous étalerez la sauce tomate sur une pâte à focaccia ou une pizza, souvenez-vous des acrobaties moléculaires qui s'agitent sous vos yeux. Parce que oui, la cuisine aussi, c'est une question de science. Et finalement, la fluorescence, c'est bien un outil magique pour rendre visible l'invisible. Et aussi, on espère vous avoir démontré que la science est une question de style et d'élégance à l'italienne. Baci baci!